Cette émission est enregistrée à La Passe, librairie Atelier. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui l'écrivaine Aline Apostolska. Bonjour, Madame Apostolska. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste culturelle, animatrice, auteure et éditrice. Vous avez publié une trentaine de livres. En 2012, vous avez remporté le prix du gouverneur général pour le roman Un été d'amour et de cendres. Tout récemment, à l'automne 2014, vous signez la biographie de Jacques Languirand, un ouvrage fort encensé par la critique. On vous connaît également pour vos critiques en danse contemporaine publiées dans la presse et pour les portraits de chorégraphes et d'auteurs que vous avez réalisés pour le Canal Savoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je vous pose la question, de qui et de quoi êtes-vous la contemporaine? Moi, je dirais que quoi qu'il arrive, dans ma vie comme dans mon œuvre, l'un découlant de l'autre, forcément, je suis la contemporaine de l'altérité, je dirais de l'autre et des autres. Pourquoi je dis ça? Parce que, véritablement, pour moi, l'écriture, et j'ai commencé à y penser, je ne sais pas quand j'étais très petite, je crois que c'était vraiment une façon d'aller vers les autres. C'était déjà une façon d'aller... donc de l'autre. Oui, vraiment, de l'altérité, c'est-à-dire la confrontation avec l'autre, sans doute pour savoir qui on est, parce qu'on ne peut pas décider qu'on est quelque chose tout seul. Ça m'a été imposé par la vie. Déjà, c'est une façon de vivre de mes ancêtres, en particulier les femmes de ma famille, dans les archives familiales que j'ai, ce qui remonte au XVIIIe siècle. Aucune femme de ma famille n'est morte là où elle est née. Et donc, cette idée sera déjà certainement de pas mon voyage cas et de mouvement était très présente. Du présente. déplacement et de la confrontation à d'autres cultures, mais aussi à d'autres langues, le déplacement dans les langues. Et donc, je suis née en Macédoine, mais je suis arrivée à Paris à l'âge de 3 ans pour rejoindre mes parents, donc je suis française. N'empêche que quand je suis arrivée, mes parents parlaient français, moi je parlais, je ne sais pas très bien quoi d'ailleurs, parce que je parlais plusieurs langues à l'époque. Et puis donc je me suis construite en français. Et donc écrire en français, parce que je n'écris qu'en français, sur les 5 langues que je parle évidemment, mais je ne pense qu'en français, je ne rêve qu'en français. C'est quand même une langue qui est celle de l'autre à l'origine et qui est devenue la mienne. Donc déjà, cette construction de qui je suis et de comment je me suis exprimée et comment j'ai abordé les autres, c'est faite dans une langue qui m'était étrangère et qui est devenue la mienne. Et tous mes livres sont dans le voyage, la migration, mais pas tellement la migration que plutôt la confrontation à la différence de l'autre et à la tentative de rencontre. Oui. Dans le concept d'altérité, il y a aussi cette reconnaissance de la différence de l'autre. Oui, absolument. Donc, c'est une façon pour vous d'aller, si on reprend la littérature, donc c'est une façon pour vous d'aller à la rencontre de l'autre. Vous le dites, ça traverse votre œuvre, ce concept-là. Et si on prend par exemple le très, très beau roman Un été d'amour et de cendres, comment vous diriez que ça s'exprime, ce concept d'altérité dans ce roman-là? D'ailleurs, c'est né d'un voyage. Hein? Oui. Alors, c'est vrai que l'altérité, elle peut être prise au premier degré géographiquement. Et c'est vrai que ma vie est géographiquement voyage. D'abord, je suis au Québec, je suis ailleurs. Ça fait 16 ans que je vis au Québec. Je suis venue ici avec mes fils. Et donc, je suis à l'étranger. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas chez moi à Montréal, où j'ai d'ailleurs la nationalité canadienne aussi, mais ce n'est pas du tout de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est le besoin de déstabilisation fondamentale par rapport à mes fondamentaux, c'est le cas de le dire. Mais j'ai gardé la langue, parce que je ne serais pas allée ailleurs, dans un ailleurs de langue. Mais
par rapport à Un été d'amour et de cendres, en effet, je l'ai publié 12 ans après un voyage que j'ai fait avec mon fils qui était aîné, qui était petit à l'époque, et son père, chez les Tibétains exilés à Dharamsala. Donc plusieurs fois exilés. Ils sont exilés. Généralement, les gens sont exilés dans la langue et géographiquement, mais le pire exil, celui que nous connaissons et dont nous voyons les manifestations chaque jour, ailleurs dans le monde, chez nous, mais surtout ailleurs dans le monde, c'est celui qui est celui du déclassement social, de la perte de l'identité, de la culture, et justement de la capacité à savoir qui on est dans le regard de l'autre. L'autre, cet éternel étranger, disait Camus, mais en même temps, on ne peut pas savoir qui on est si on n'est pas un étranger pour l'autre et qu'il n'y a pas une tentative de rencontre. Et oui, bien sûr, Un été d'amour et de cendres, je ne pensais même pas l'écrire, quand 12 ans après, je n'avais jamais réussi à oublier cet adolescent qui s'est immolé, parce que justement, les Tibétains exilés, comme tellement d'autres pays, d'autres peuples dans le monde, n'ont pas le choix de leur avenir. C'était une manière de demander aux jeunes d'ici, que faites-vous du choix que vous avez de choisir votre vie, votre altérité, votre création, vos mouvements, votre liberté. Parce que les territoires sur lesquels la liberté de s'exprimer, de dire, de vivre, d'aller et venir, etc., se réduisent tellement dans le monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. J'ai fait des études d'histoire parce que j'avais besoin déjà de comprendre la marche du monde. Et dans mes livres, il y a toujours la confrontation d'un destin individuel avec un destin collectif. Et donc, dans cette rencontre de l'altérité et des langues qui traversent toujours mes livres aussi. Vous parlez de votre devise, je trouve ça inspirant, devenir plutôt que demeurer. Oui. Donc, pour devenir, vous, ça s'est fait dans une quête de mobilité, d'évolutivité et de rencontre de l'autre aussi. Là, vous êtes quand même à Montréal depuis plusieurs années. 16 ans. C'est ça. Oui, Mais oui. vous continuez de voyager beaucoup. Oui, quand bien même. sûr. Oui, bien sûr. Je vais souvent à Paris. Ma famille est en France, sauf ma mère qui est en Croatie. Mais je continue à voyager. Je fais des séjours ailleurs, etc. Mais maintenant, quand je vais à Paris, je vais chez moi. Quand je rentre à Montréal, je rentre chez moi. Puis c'est vrai que c'est définitif. C'est sûr. Puis, alors, Donc, est-ce que ce plutôt désir-là, demeurer, c'est un peu apaisé avec les années? Oui, mais il y a une chose, c'est que devenir plutôt que demeurer, c'est ça. On ne choisit pas d'où on vient, on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas sa famille, Bon, on ne choisit pas d'où on vient, mais on choisit qu'est-ce qu'on devient. Et en fait, c'est ça, c'est la notion de choix. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que les territoires dans lesquels ce choix existe sont de moins en moins nombreux dans le monde. Donc, il faut en être conscient et pas oublier aussi les autres. En fait, le Québec, c'est mon choix. Parce que la France, c'est le choix de mon père. Mon père voulait une descendance française, il a une descendance française. Mais c'est mon choix pour moi et mes fils. Ouais. Oui, ils sont toujours en France. Tout le monde est français, mais moi aussi, mes fils aussi. Mais il reste que moi, mon choix pour moi et mes fils, c'est le Québec. C'est moi qui l'ai choisi pour eux. Je ne sais pas ce qu'ils feront, s'ils y resteront, s'ils iront en Chine, s'ils iront en Amazonie ou je ne sais où, peu importe. Mais cette notion justement d'aller plus loin et toujours plus loin, voir si j'y suis. Parce que c'est ce livre que j'ai écrit, Ailleurs si j'y suis, il est fondamental dans mon cheminement. C'est un récit en plus. J'ai vraiment essayé de faire le bilan entre la France qui était mon ici, qui est devenu mon ailleurs, et le Québec qui était mon ailleurs, qui est devenu mon ici. Mais je vous dis, fondamentalement, le pays dans lequel j'habite, c'est l'écriture, et c'est l'écriture en français. Oui. Et ça, c'est vraiment c'était mon étranger, c'est devenu mon sol, où que j'aille. Donc, la littérature très, très présente dans votre vie, le pilier de votre parcours professionnel. La littérature, pour vous, c'est vraiment aller au-delà des apparences également. Oui, mais vous savez, une de mes écrivaines préférées, il y en a deux en fait. Il y a Edith Wharton et Anne Hébert.
Ce sont Donc, des sources d'inspiration. Ouais, oui, et puis qui ne sont pas des femmes mitigées, qui sont évidemment... Bon, Edith Wharton, qui est cette milliardaire américaine qui part en France dans la quarantaine pour enfin dire ce qu'elle a à dire, et que son ami intime, Henry James, appelait l'ange de la dévastation. Parce qu'en effet, écrire pour ne rien dire, no way, ça ne sert à rien, c'est pas intéressant. Écrire, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment aller arracher les affiches et gratter ce qui est derrière ce qu'on voit. Je suis journaliste et donc dans le journalisme, on est beaucoup plus dans la transmission de la nouvelle qui est à donner. Alors que l'écriture, vraiment, c'est tellement difficile, c'est tellement solitaire, c'est tellement laborieux. Si c'est pour ne rien dire ou pour dire à moitié ou pour présenter des évidences, c'est franchement pas la peine. Il y a déjà assez de milliards de livres qui existent et il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Croyez-vous que c'est plus facile d'ailleurs d'écrire, d'aller à l'étranger pour écrire sur ce qu'on connaît ici? C'est ça, mais moi je le fais jamais. C'est tout le monde me dit, oh ben t'écris pas sur Montréal. J'ai écrit un livre sur le Québec, c'est le premier que j'ai écrit. Et c'est parce que je faisais des allers-retours avant de venir vivre ici, beaucoup d'allers-retours, plusieurs fois par an. Je travaillais à Radio-Canada, depuis Paris, etc. Et donc j'ai écrit Tourmente. Et Tourmente, c'est un livre que j'ai écrit entre Montréal et Paris, c'est vraiment pour rendre hommage à ce qui m'avait complètement ébahi, le Saint-Laurent, le fleuve, la rencontre, que moi j'appelle la rencontre entre le vent et l'eau, cette incapacité à rester debout. Et donc pour moi, c'était le lieu de la déstabilisation. Et j'ai écrit Tourmente. Après ça, c'est rare que j'écrive sur Montréal. Il a fallu que je quitte Paris, où j'ai vécu toute mon existence, jusqu'à 37 ans, pour me mettre à écrire un livre qui se passe à Paris, dans mon quartier d'enfance. Mais il faut dire que le contemporain, votre question, la contemporanéité au jour le jour, ça c'est le journalisme. Parce que je suis journaliste depuis 30 ans, pour les journaux, la télé, la radio, beaucoup de radio dans ma vie, etc. Puis ça c'est l'éphémère, c'est l'instant. Donc à ce moment-là, oui, je suis dans l'ici et maintenant. Mais oui, quand je suis dans la littérature, c'est sûr que c'est un ailleurs. Oui, voilà. C'est un ailleurs ou c'est quelque chose par rapport au quoi j'ai du recul, géographique et souvent temporel aussi. Ça c'est certain. C'est des exils temporaires. Exactement. L'ici, c'est vraiment le journalisme et la communication, la rencontre de l'autre, c'est l'amour, c'est le désir, c'est là, c'est maintenant. L'écriture, c'est ce temps à travers lequel on va revivre tout ça avec le recul spatio-temporel. J'ai dirigé une collection chez Le Mac qui s'appelait Ici, l'ailleurs. Ouais. Très belle collection d'ailleurs. Oui, et où je demandais aux écrivains justement de dire d'où vient leur écriture. Parce que le lieu de l'écriture, c'est pas un lieu immédiat où ici et maintenant, justement, c'est un lieu plus dans l'imaginaire ou dans le souvenir et dans l'altérité. On revient à cette notion-là aussi. Qui continue finalement de traverser toute votre vie. Peut-être quelques mots sur votre passion aussi pour la danse contemporaine. Oui. Et vous faites quand même certains parallèles entre la littérature et la danse contemporaine. En tant qu'art, pour vous, c'est vraiment l'art total, finalement, l'art de la danse. Oui. Et les deux, la littérature et la danse, c'est vraiment l'art de l'émotion. Exactement. Il y a deux choses à dire par rapport à ça. Enfin, il y en a beaucoup à dire, mais je vais résumer. Il paraît que je dansais avant de marcher, c'est une légende familiale, mais c'est pas faux puisque j'ai beaucoup dansé dans la vie. Et j'ai aussi, et puis ensuite je suis devenue journaliste de danse, mais j'ai continué à danser, j'ai fait des spectacles de danse, littérature, etc. Contrairement à ce qu'on imagine, la majorité, je dirais 90% de l'inspiration des chorégraphes est la littérature, toujours. Du point de vue de l'écrit, c'est vrai depuis le départ, c'est-à-dire c'est vrai pour Beauchamp lorsqu'il invente les pas de danse classique pour Louis XIV, etc. C'est vrai d'Isadora Duncan qui reprend les textes grecs et ainsi de suite. Il y a aussi le fait que pour moi, comme me disait Jean-Pierre Perrault, qui est sans doute quelqu'un dont je reste la contemporaine par-delà la vie et la chair, la danse, ça vient du ventre et ça va au ventre. Si ça reste au niveau de la tête ou du divertissement, laisse faire, c'est pas ça. Ça, je le pense profondément, mais pour moi, c'est exactement la définition de la littérature. Si la littérature est un plaisir strictement
intellectuelle ou cérébrale. Il manque quelque chose, le but n'est pas atteint ici. En terminant, je rappelle que vous venez de publier L'île noire de Marco Polo, un polar aux éditions Édito. Aline Apostolska, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci infiniment à vous.